Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'Union africaine poursuit ses rencontres à Abidjan en prélude à la présidentielle d'octobre. La délégation de l'UA en mission pour des élections apaisées a eu des entretiens avec la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara. Son institution est engagée à accompagner un processus électoral apaisé en Côte d'Ivoire. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tiagba, représente la Côte d'Ivoire au cinquantenaire du programme hydrologique intergouvernemental jumelé aux 60 ans des sciences de l'eau de l'UNESCO à Paris. La communauté mondiale de l'eau planchera sur des stratégies à bâtir autour de l'avenir des sciences de l'eau. C'est un signal d'alarme qui montre des plantations de cacao de Côte d'Ivoire. À Divo, les effets du changement climatique ne sont plus une menace abstraite, mais une réalité quotidienne. Les impacts du réchauffement de la planète affectent cette zone. Les cacaoyers et des milliers de familles d'agriculteurs sont éprouvés. Nos reporters ont enquêté sur place. Enfin, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa initie une grande concertation citoyenne destinée à répondre aux défis auxquels le pays est confronté. Une première convention nationale se tiendra le 15 août prochain. Tous les Sud-Africains sont invités à faire entendre leur voix. La bienvenue sur RTI 1. Le Conseil constitutionnel, effectivement, a reçu une mission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Et elle a été reçue donc par la présidente de cette institution, Nanaba Camara. La délégation de l'UA sensibilise à la paix en prélude à la présidentielle d'octobre. L'institution, vous allez le voir, s'engage à accompagner un processus électoral apaisé dans notre pays. Alexis Ouedraogo. À bientôt 4 mois de la présidentielle ivoirienne, les missions d'observation se déploient dans le pays. Ce mercredi au plateau, une délégation de l'Union africaine, conduite par Mahama Saleh, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, a été reçue par la présidente du Conseil constitutionnel. Vous savez le rôle important que joue la Côte d'Ivoire au niveau africain et surtout au niveau de la sous-région de la CEDEAO. En prévision de ces élections, l'Union africaine nous a envoyés pour venir ici écouter, discuter avec nos frères et sœurs ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse rester la Côte d'Ivoire, exemple de stabilité, de paix. La sous-région a besoin beaucoup plus de stabilité et de paix. Donc nous sommes dans une mission d'écoute, mais aussi de suggestions et de conseils. Et c'est dans ce cadre que nous venons de discuter avec Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, avec ses conseillers. Nous les avons écoutés, nous continuons à écouter d'autres acteurs pour que nous envoyions des recommandations à l'Union africaine pour qu'elle puisse jouer son rôle, pour que ces élections puissent se dérouler dans une ambiance apaisée et pacifique. La rencontre a été l'occasion pour la présidente du Conseil constitutionnel d'expliquer les rôles et missions de l'institution et ses perspectives. Et toujours dans l'actualité nationale, les dirigeants d'entreprises et investisseurs sont en conclave à Abidjan. C'est une réunion de haut niveau pour s'imprégner des opportunités offertes par la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif affiché est clair, solidifier la balance commerciale qui reste fragile face au choc extérieur. L'accès au marché de la ZLECAf devrait également permettre d'améliorer la compétitivité de l'industrie ivoirienne. Lansine Bakayoko. Avec 6 à 7% de taux de croissance moyenne annuelle, les performances de la Côte d'Ivoire reposent sur des secteurs dynamiques comme l'agriculture, l'industrie, les télécommunications et les services financiers. Cependant, le commerce extérieur demeure caractérisé par une forte dépendance vis-à-vis des matières premières, notamment le cacao, le cajou, le pétrole, l'or et le gaz. Conséquence, la balance commerciale demeure vulnérable au choc externe, d'où l'impérieuse nécessité d'intégrer pleinement l'élan continental porté par la ZLECAf. Pour la Côte d'Ivoire, l'accès de ce marché offre une opportunité sans précédent de diversification des exportations, d'industrialisation accrue, de création d'emplois
et d'amélioration de la compétitivité. Il urge donc de créer un environnement propice à l'investissement. Cela passe par une réforme continue du climat des affaires, l'amélioration de la logistique, la réduction des coûts douaniers ou encore la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et l'accès au financement. Le secteur privé a intérêt à profiter, n'est-ce pas, de l'accompagnement de Trademark Africa en vue, je dirais, de s'étendre davantage dans les pays de la sous-région. Je voudrais les féliciter de l'accompagnement qu'ils apportent au ministère du Commerce et de l'Industrie sur le corridor Abidjan-Lagos. L'ancien Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, par ailleurs président du Trademark Africa, est le principal initiateur de cette table ronde. Voilà la Côte d'Ivoire qui reste donc une terre d'opportunités. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire célèbre une décennie d'existence. Cette plateforme numérique de transformation digitale a depuis sa création modernisé les formalités liées à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. Alexis Bouedraogo. Le GUS, c'est le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Depuis sa création sur décision du chef de l'État, la plateforme numérique a modernisé les formalités liées à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. Avant, on peut faire par exemple une semaine, des fois même plus d'une semaine. Mais aujourd'hui, on peut passer pratiquement 3 jours pour finaliser le document même de la douane. En 1 jour, 2 jours, le conteneur est sorti. Selon le directeur général du GUS, cet anniversaire est l'occasion de faire le bilan, mesurer l'adhésion des acteurs et se projeter vers de nouveaux défis. Après 10 ans, il était important de marquer le pas, faire un arrêt, pour faire un bilan de cette réforme au bout de ces 10 années et surtout nous projeter sur les années à venir. Dans un premier temps, il est important de capter les informations, donc de fédérer tous les acteurs du commerce extérieur autour de cette plateforme qu'il leur a mise en place. C'est un outil qui est extrêmement essentiel pour l'économie de la Côte d'Ivoire et nous, en tant qu'agents de notation financière qui évaluons la cartographie de risque d'investissement en Côte d'Ivoire et la qualité de crédit de la Côte d'Ivoire, il est important qu'on participe à ces discussions-là. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, ces 10 années marquent une avancée majeure. Le GUS réussit à réduire les délais et renforce la compétitivité des entreprises grâce à la digitalisation des procédures clés comme la fiche de déclaration à l'importation ou les certificats phytosanitaires. Ce dispositif est mis en place pour tout le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, quels que soient les produits et services qui sont exportés de notre pays. Donc c'est un dispositif qui marche bien en réduisant le nombre de documents, en digitalisant les documents qui sont manipulés. L'exportateur, l'opérateur économique, à partir de chez lui, peut obtenir une FDI, c'est-à-dire une fiche de déclaration à l'importation, peut faire toutes ces formalités concernant les API, les autorisations préalables à l'importation, et également tout ce qui porte sur la manipulation des certificats phytosanitaires, etc. En 10 ans, une majorité de procédures a été dématérialisée, témoignant d'un changement culturel fort dans l'administration et le secteur privé. 3 certifications ISO 9001, 27001, 22301 viennent par ailleurs couronner les efforts en qualité, sécurité et continuité de la structure. Plus loin, en France, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, représente la Côte d'Ivoire, notre pays au cinquantenaire du programme hydrologique intergouvernemental jumelé aux 60 ans des sciences de l'eau de l'UNESCO. L'événement se tient à la maison de l'UNESCO à Paris. La communauté mondiale de l'eau planchera sur des stratégies à bâtir autour de l'avenir des sciences de l'eau. Jean-Jacques Kwame, Traoré Zakaria sont nos envoyés spéciaux. Siège de l'UNESCO, Paris ce mercredi. La science pour la vie, la prospérité et la paix est le thème du jubilé qui marque la célébration du 50e anniversaire du programme hydrologique intergouvernemental PHI et des 60 ans des sciences de l'eau de l'UNESCO. Le PHI a permis de relever les défis actuels liés à l'eau. Il s'agit entre autres des inondations, la sécheresse qui menace la vie des populations. Eau, source de vie, reste une préoccupation. 2,2 milliards de personnes dans le monde n'y ont pas accès. Le PHI, en 50 ans, selon la directrice générale de l'UNESCO, a apporté de l'espoir
au niveau des États. Le PHI a accompagné 119 États membres dans la gouvernance de leurs ressources hydriques en formant plus de 69 000 professionnels à travers le monde. Il a permis de cartographier 468 aquifères transfrontaliers à travers le monde. Il a aidé à prévenir des catastrophes en renforçant la résilience des sociétés face aux inondations et aux sécheresses grâce à des systèmes d'alerte précoce installés dans plus de 50 pays. Le panel des ministres qui a suivi l'ouverture a été l'occasion pour les intervenants de présenter la politique de l'eau dans leur État. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a relevé le potentiel hydrique du continent africain. Ce potentiel est mal exploité car peu de ressources en eau renouvelables. Il propose une coopération transfrontalière. Que nous avons passé 50 ans à développer l'hydrologie. Nous avons développé la formation des ingénieurs. Nous avons développé la formation des acteurs du secteur. Mais aujourd'hui, il est que dans les 50 ans à venir, on mette beaucoup plus de moyens aujourd'hui dans la connaissance et dans la maîtrise des bassins versants et d'une bonne gestion de la ressource en eau de manière intégrée. Et troisièmement, faire en sorte que les bassins transfrontaliers soient gérés avec beaucoup de minutie et beaucoup de diplomatie. Symposium technique et dialogue institutionnel sur les 50 ans du PHI et les 60 ans des sciences de l'eau de l'UNESCO se poursuivent jusqu'au 13 juin prochain à Paris. Les défis sont aussi à relever dans le domaine de l'environnement. Justement, le ministère de l'Environnement vient d'organiser une session de formation des parties prenantes au port autonome d'Abidjan à travers le SIAPOL. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs impliqués pour une mise à niveau des informations essentielles. La rencontre a été suivie de l'exercice annuel du plan Polymar, nous rapporte Grace Kandou. Le plan Polymar est prêt à être déroulé. Le dispositif du plan d'urgence d'intervention en mer, en lagune et dans les zones côtières en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures sera testé ce vendredi 13 juin sur le plan d'eau lagunaire. Pour une meilleure gestion des crises, le ministère de l'Environnement, à travers le SIAPOL, renforce les capacités des parties prenantes. Le port autonome d'Abidjan est pour l'économie très important qu'il faut protéger. C'est pour ça que nous voulons tester ce plan au niveau du port autonome pour voir en cas de survenue d'un navire qui déverserait soit des hydrocarbures à l'entrée du port autonome d'Abidjan. Nous allons essayer de mettre tous les moyens dont nous disposons pour regarder en fait si en cas de survenue, la Côte d'Ivoire est prête à pouvoir protéger son port. Cette formation va aider les participants à comprendre les différentes séquences du plan afin de participer efficacement à l'exercice. Cet exercice annuel du plan Polymar permet de renforcer les capacités des acteurs à l'effet d'être prêts à juguler toute pollution qui pourrait menacer nos eaux. Ce sera l'occasion pour les différents intervenants au niveau de l'État de faire le point sur des avancées en termes de technologie, en termes de formation, donc des capacités humaines. Et aussi, ce sera l'occasion de faire l'inventaire des matériels existants. Cet exercice du plan Polymar est le 11e du genre et s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Je vous invite à être assidus et participatifs à cette session de formation, à vous débarrasser de fausses certitudes. Je vous invite à profiter au maximum de la somme d'expériences pratiques des animateurs principaux et des autres intervenants. Les experts seront outillés pendant 72 heures. La formation porte entre autres sur la mise en œuvre des stratégies et l'amélioration des procédures du cadre du partage d'expériences, d'informations et de collaboration. Voilà, le plan Polymar sera lancé, mais en attendant, on prête attention à ce signal d'alarme qui montre des plantations de cacao et de notre pays. À Divo, les effets du changement climatique ne sont plus une menace abstraite, mais une réalité quotidienne. Les impacts du réchauffement de la planète affectent cette zone. Les cacaoyers et des milliers de familles d'agriculteurs sont éprouvés. Notre reporter, Jean-Luc Bampo, a enquêté sur place pour vous. Au cœur de Divo, dans le lot du bois, Idriss Koulibaly s'enfonce dans sa plantation de cacao. Ça c'est noir, ça pose des problèmes. Ça aussi c'est la pourriture. Cette année, le décor est inhabituel. Peu de cabosses et celles encore accrochées aux arbres sont malades
ou déjà mortes. Cette année-là, on a senti la réalité, même le changement climatique. Parce que ces champs-là, on a créé ça en 2003. Bon, on faisait 3 tonnes 500, 4 tonnes. Mais actuellement, là, cette année-là, c'est quoi on a fait, mais ça ne dépasse pas 1 tonne et quelques. On est très, très inquiets. Idriss est président de coopérative. Ici, avec certains de ses membres, il se concerte sur une campagne particulièrement difficile. Les volumes sont en chute libre. La sécheresse prolongée a frappé de plein fouet. Chaque année, la petite campagne, ça va être à l'air comme ça, on va faire plus que 8 à 10 remorques. Mais cette année-là, depuis, on a donné le prix de la petite campagne, là, ça fait notre deuxième voyage qu'on vient de faire. Face à la gravité de la situation, le Conseil Café Cacao a récemment ouvert ici à Divo une direction spécialement dédiée à la recherche et à la lutte contre le changement climatique. Objectif, comprendre, s'adapter et sauver la filière. Au cours de la campagne 2023-2024, la production de la Côte d'Ivoire, qui est connue comme une production de l'ordre de 2 200 et quelques mille tonnes de cacao par an, est passée à 1 674 000 tonnes, soit donc à peu près 37% de l'offre mondiale, là où on parlait par le passé de 40% de l'offre mondiale. Justement, un des facteurs clés qui justifie cette baisse drastique de la production, c'est le changement climatique. Le changement climatique se traduit par notamment des périodes de sécheresse très longues. À quelques kilomètres de là, une pépinière concentre tous les espoirs. Ici, des milliers de jeunes arbres sont préparés pour une mission bien précise, régénérer les plantations et restaurer le climat. Il a dit qu'il a fait une pépinière de quoi? Il avait un objectif, lui, de 60 000. L'objectif, c'est 60 000 plants. Au niveau de la délégation régionale de Divo, il faut dire que déjà, la campagne dernière, nous avons subi une baisse de la production cacaoyère de l'ordre de 20%. Ce qui dénote de l'effet vraiment pernicieux de ce changement climatique. Cette année, la délégation a un objectif de production de 282 000 plants sur 6 sites de production. L'utilisation donc de ces espèces forestières, ça va contribuer à lutter contre, n'est-ce pas, l'intensité des rayons solaires sur les cacaoyers. Et donc ramener les cacaoyers dans un environnement qui puisse leur permettre de supporter justement la chaleur et continuer à produire. Face à un climat devenu imprévisible, les planteurs n'ont plus le choix. Ils s'adaptent, apprennent à faire cohabiter cacao et arbres d'ombrage. Un pari risqué, mais nécessaire. Un pari risqué, mais nécessaire. Quand le climat bouleverse les récoltes, les experts s'organisent donc pour sauver les planteurs. C'était un reportage de Jean-Luc Bambo. Le groupe des ambassadeurs africains à Londres célèbre l'édition 2025 de la Journée de l'Afrique. L'événement se tient en marge des festivités du 62e anniversaire de l'Union africaine. Le groupe des ambassadeurs africains à Londres a été créé pour renforcer les liens entre l'Afrique et le Royaume-Uni, favoriser la coopération diplomatique et économique. Michel Digri. La Journée des ambassadeurs africains à Londres a rassemblé environ 400 participants, dont plusieurs officiels du ministère britannique des Affaires étrangères, des parlementaires britanniques, des personnalités influentes de la diaspora africaine à Londres et plusieurs ambassadeurs amis du corps diplomatique non africain. Votre présence souligne une fois encore la volonté renouvelée du gouvernement britannique de favoriser des partenariats solides et durables avec les pays africains. Merci de vous tenir à nos côtés, non seulement ce soir, mais tout au long de ce chemin pour construire un partenariat diversifié, prospère et mutuellement bénéfique à l'Afrique dans son ensemble et au Royaume-Uni. Considéré aujourd'hui comme l'un des moments forts du calendrier diplomatique, l'édition 2025 a permis de promouvoir les potentialités culturelles diverses et les produits phares du continent. Le stand dédié à la Côte d'Ivoire a mis en avant les produits issus de l'agro-industrie et bien d'autres de l'artisanat. La cérémonie a enregistré cette année en plus des expositions, un volet traditionnel avec le National Dress Show, au cours duquel les tenues vestimentaires traditionnelles de l'Ouest de la Côte d'Ivoire ont été présentées aux invités.
On évoque à présent la 113e session de la Conférence internationale du travail qui se tient à Genève en Suisse. 187 pays participent aux réflexions sur l'emploi décent et le bien-être des travailleurs. La Côte d'Ivoire qui a ratifié le traité sur les travailleurs domestiques et d'autres conventions internationales est représentée par le ministre Adama Kamara. Il a présenté les acquis de notre pays en matière d'emploi et invité les participants à protéger davantage les travailleurs face aux innovations technologiques. Vous aurez le compte-rendu complet de Didier Nguessan et Adam Sangaré dans nos prochains journaux. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur le paiement des bourses des étudiants au titre de l'année académique 2023-2024. Les étudiants qui n'ont pas encore été payés rentreront en possession de leur dû. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Kamara. C'était lors de la tribune dénommée Tribune de l'Université Adama Diawara. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, qui était donc à cette tribune qui s'est tenue à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Gervais Kwasi, Kader Sokotoko. Amphithéâtre Dominique Ouattara du campus 1 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Cadre choisi pour la 3e édition de la tribune. Un cadre direct d'échange entre le ministre et la sphère universitaire. Il s'agit ici de poser toutes les questions pour des éclairages, pour faire des suggestions et surtout apporter une contribution pour la bonne marche de nos universités et grandes écoles. Nous l'avons déjà fait à 2 reprises à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody et aujourd'hui c'était le tour de la 2e université publique du pays, à savoir l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Donc ce genre de tribune fait partie de notre dialogue, j'aurais dit social permanent avec les acteurs du sous-secteur. Les étudiants apprécient l'initiative de leur ministère de tutelle. Cet échange avec le ministre a aussi donné la possibilité en tant qu'étudiants de poser nos préoccupations. Par exemple, le manque d'amphi, le manque de toilettes et le manque des salles de TP. Le ministre Adama Diawara s'est aussi prononcé sur la question du paiement des bourses. Lorsque le président Ouattara arrive au pouvoir en 2011, l'enveloppe budgétaire était de 7,4 milliards. Et aujourd'hui, en 2025, cette enveloppe budgétaire est montée jusqu'à 24,5 milliards en matière de paiement de bourse. Très bientôt, avec le OK, évidemment, du chef de l'État, nous allons augmenter ce qu'on appelle le taux de bourse. Maintenant, le pourcentage d'augmentation va dépendre de l'accord que le président de la République nous donnera en Conseil des ministres. La prochaine étape de la tribune aura lieu à l'Institut national polytechnique Félix-Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro. Elle sera couplée à l'hommage au président de la République a révélé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Voilà, c'était le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, à la tribune organisée à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. On va ouvrir maintenant la page politique de ce 20h avec le RHDP à Anyama. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut renforcer sa présence sur le terrain. La jeunesse du parti vient de se doter d'un nouveau coordonnateur pour la redynamisation des bases. On nous explique Sangaré Issa Dambili. À quelques mois de l'élection présidentielle, la jeunesse du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'active sur le terrain. À Anyama, le choix pour la redynamisation des bases s'est porté sur Khalifa Cissé. À Anyama, ici, nous avons un seul candidat aux élections présidentielles de 2025, qui est le président Alassane Ouattara. Pour mener à bien sa mission, le nouveau coordonnateur des jeunes du RHDP d'Anyama bénéficie du soutien des responsables locaux du parti, mais surtout de celui du président national de l'UJRHDP. Et donc nous avons engagé les jeunes à demeurer sur le terrain et personne ne devait relâcher jusqu'à ce que les élections soient terminées. Représentant la direction du parti, le ministre Touré Mamadou a quant à lui exhorté la jeunesse d'Anyama à s'engager pleinement sur le terrain pour mobiliser les militants autour de la vision du RHDP. Le président de la République compte beaucoup sur Anyama. Anyama, c'est le bastion du président Alassane Ouattara. Dans les batailles à venir, Anyama joue et doit jouer un rôle important. Avec une coordination désormais en place, la jeunesse RHDP d'Anyama entend jouer sa partition dans la conquête de l'électorat.
Et justement, quelques mois de la présidentielle, la mobilisation monte au sein du RHDP. Des milliers de militants venus du Ouorodougou ont répondu présents à Séguéla pour le pré-congrès régional. Carmel Dia pour le compte-rendu. Ils sont venus nombreux sur la place Madegbe à Séguéla. Près de 4500 militants réunis, brandissant les couleurs et slogans de leur parti, le RHDP. À leur côté, les représentants de la haute direction du parti. Chers militants, ensemble, avec nos frères et sœurs du Bafing et du Béré, le 22 février dernier, nous avons dit que le Woloba s'appelait Ado Dougou. Nous avons dit haut et fort, assez fort pour que Ado nous entende de là où il était, que notre voyage avec lui n'est pas encore terminé. La direction attend de vous que vous battiez le record de 2020, record de 97,85% de taux de participation, que vous le dépassiez pour obtenir 98, 99 et voire 100% de taux de participation. Dans plusieurs motions, les militants ont désigné Alassane Ouattara comme président de leur parti et candidat aux prochaines élections en Côte d'Ivoire. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a récemment visité les femmes de la commune de Bingerville. Au cours de cette visite, les femmes ont affirmé leur volonté de la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Vous aurez le compte-rendu complet de Didier Nguessan dans nos prochains journaux. On part maintenant pour le village de Bessedi Brignan où le nouveau chef de ce village a été installé. Le compte-rendu est signé Ahmed Traoré. Être chef, c'est d'abord et avant tout accompagner dans sa mission l'État représenté dans la localité par les préfets et sous-préfets. Être chef, c'est ensuite porter l'étendard de la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale. Être chef, c'est enfin servir et non se servir. C'est par cette formule bien consacrée que le préfet de la région a investi Ncho Kwao Vincent, 27e chef du village de Bessemi-Brignan, localité située dans la région de Lamé. Pour le nouveau chef traditionnel, cette intronisation marque un tournant pour ce village. Comme l'a dit le préfet, c'est pour me mettre au service de ma communauté, de transmettre tous les messages de la nation, du président de la République à ma population, pour qu'ensemble nous cultivons l'amour, la paix. Représentant le Premier ministre, Amédée Kouakou témoigne l'importance qu'il accorde à la chefferie traditionnelle comme partenaire du développement et acteur de proximité. Bessedi Brignan est tenu par cette grande famille qui se succède à tour de rôle à la chefferie du village pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Ncho Kwao Vincent, le chef nouvellement investi, est âgé de 67 ans, marié et père de 4 enfants. Il est attaché des finances et a fait valoir ses droits à la retraite. Nous partons maintenant pour l'Afrique du Sud, où un appel au dialogue national a été lancé. Le président Cyril Ramaphosa initie donc une grande concertation citoyenne destinée à répondre aux défis auxquels le pays est confronté. Une première convention nationale se tiendra le 15 août prochain. Elle rassemblera des acteurs de la société civile. Tous les Sud-Africains sont invités à faire entendre leur voix. S'en suivra une seconde convention début 2026 pour faire cette fois-ci le bilan de ces échanges citoyens. Ces rencontres sont une réponse à des appels au dialogue lancés partout dans le pays. Dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent, les tirs résonnent et le système de santé est à l'agonie. Des milliers de civils affamés affluent vers les centres de distribution d'aide au péril de leur vie. Les hôpitaux débordés par un afflux incessant de blessés peinent à tenir. Depuis fin mai dernier, le nombre de morts et de blessés par balle ne cesse d'augmenter et les entraves à la circulation aggravent la situation et compliquent l'acheminement des médicaments, du carburant et du matériel médical. Conséquence, les services vitaux des hôpitaux tournent au ralenti.
Fin de ce 20h, prions pour la paix à travers le monde et nous ici en Côte d'Ivoire, on promeut la paix. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne, dans la paix toujours.